Je veux commencer cette vidéo évidemment par le départ, l'affrontement entre Norris et Piastri, le principal événement du Grand Prix de Singapour. Et je vous rapporte ces mots. Message à ceux qui suivent la Formule 1 depuis peu. Lutter pour le mondial signifie se donner des coups de poing sur le ring, un contre un match de boxe. Cela signifie être l'un contre l'autre, sans ordre d'équipe, et cela inclut aussi se pousser hors du circuit, pour le meilleur et pour le pire. On donne et on reçoit, comme Kimi Antonelli me l'a personnellement dit un jour. C'est ce que j'ai écrit dans les histoires précédentes, et c'est ce que je pense aussi de cette situation initiale entre Norris et Piastri et des plaintes que nous avons entendues dans le radio-équipe de Piastri, que nous allons analyser ensemble. D'abord partons du départ, voyons ce qui s'est passé et voyons ce que Norris a bien fait, ce que Norris a mal fait parce qu'il n'a pas tout fait parfaitement, puis analysons tout ensemble. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui sort ici sur la chaîne. Je vous remercie de tout cœur pour tous les messages de soutien, les commentaires. Dites-moi évidemment aussi votre opinion sur l'affrontement Norris et Piastri, la course de Verstappen, la course de la victoire de Russell, le championnat des constructeurs de McLaren. Allons discuter ensemble de tout cela, évidemment aussi de la course de Ferrari, mais analysons étape par étape, épisode par épisode. Et commençons justement par l'affrontement Norris-Piastri. Continuons. Voyons ici au départ que Norris voit un trou et s'y glisse justement. Il prend le bord. Il se trouve une trajectoire qui pour le moment n'est pas favorable, mais qui le devient ensuite en ayant l'intérieur pour le virage 3. Et ici, on voit qu'il va freiner, va toucher aussi Verstappen, dans ce cas Lando Norris. Et ici, il commet l'erreur pour éviter d'endommager davantage l'aileron, avant qui, de toute façon, a endommagé la partie finale de l'emplate gauche, mais pour éviter de détruire complètement l'aileron, il décide de tourner le volant et vous voyez qu'il va toucher, donner ce coup de roue à Piastri dont il n'était certainement pas heureux. Il s'est également plaint en disant clairement qu'il voulait un échange de position. Ce n'est pas comme ça qu'on court en tant que joueur d'équipe, disons ici homme d'équipe. Mais les gars se battent pour le mondial. Je ne me souviens pas d'un championnat mondial dans l'histoire de la Formule 1 où il y a deux pilotes qui se battent tous les deux pour le mondial jusqu'à la fin, où l'un laisse la position à l'autre. Il est normal d'entrer en contact, il est normal qu'il y ait des coups de roue, il est également normal de se jeter hors de la piste, comme cela. C'est produit par exemple à Barcelone 2016, Hamilton contre Rosberg, tous deux en lutte pour le mondial, tous deux sont entrés en contact et sont sortis de la piste et ont pris leur retraite avec la première victoire en Red Bull de Verstappen, Catalogne 2016. Donc, il est normal que ces situations se produisent. Et cela me surprend qu'un pilote qui a remporté plusieurs titres dans les catégories mineures, comme Oscar Piastri, se plaigne de cette manière d'une manœuvre de Norris. Maintenant, qu'a fait Norris de mal? Norris a fait une erreur dans ce cas. Allons le voir ensemble à nouveau. Quand il a touché Verstappen dans ce cas, il est apparu 5e. Et puis, il se trouvait 3e. Vous voyez ici qu'il a fait une erreur en touchant Verstappen. La manœuvre n'est pas propre. Ce n'est pas comme il voulait vraiment la faire. Et il a également risqué d'endommager la course de Verstappen, qui aurait pu avoir endommagé le diffuseur, et donc voir sa course, disons, s'envoler. Dans ce cas, cependant, Verstappen n'a pas subi de dommages importants. Il a donné ce coup de roue à Piastri, qui n'a pas fait plaisir. Mais cela fait partie de la Formule 1, les gars. C'est ce dont la Formule 1 se nourrit. Ce dont la Formule 1 a besoin pour créer de l'adrénaline. Parce que nous voulons voir de vraies batailles sur la piste et non des dépassements avec le DRS. Donc, je tiens à faire cette introduction de cette vidéo d'analyse de la course de Singapour, en partant de cet épisode, car il est fondamental de comprendre que lorsque l'on se bat pour le mondial, il y a aussi des coups de roue. Parce que nous sommes maintenant arrivés à une Formule 1 d'ordre d'équipe qui, attention, les ordres d'équipe ne sont pas erronés en Formule 1, et ceux-là aussi font désormais partie de la tradition de la Formule 1 pour lutter pour le championnat des constructeurs, pour essayer de conquérir cet objectif. Mais les gars, une fois que McLaren, dans ce cas, a tellement d'avantages sur l'équipe derrière dans le championnat des constructeurs, eh bien, désormais les pilotes doivent jouer le championnat des pilotes sur la piste. Parce qu'ils ont déjà conquis le championnat des constructeurs. Ils l'ont gagné aujourd'hui. Félicitations à McLaren, profitons de ce moment. Félicitations à McLaren pour avoir conquis le championnat des constructeurs, parce qu'ils l'ont conquis avec de nombreuses courses d'avance et ont fait une excellente saison. La voiture est dominante, mais nous devons aussi les laisser libres de courir. Et donc, la manœuvre d'un Lando Norris, qui est souvent critiquée, et moi aussi je l'ai critiqué plusieurs fois dans le passé, pour ses mauvais départs, son mauvais comportement, ses mauvaises qualifications. Les gars, je me souviens encore de l'accident de Jeddah, par exemple. Des erreurs banales, même l'année dernière, où il a quand même gagné.
Mais il est entré en contact avec le mur en course à Singapour. Ne l'oublions pas. Voilà Norris qui souvent dans le passé a commis des erreurs banales, aujourd'hui a eu le courage de tenter un dépassement sur Piastri. Il a sorti ce dont il avait besoin à ce moment-là. Vous comprenez bien, et certainement une course aujourd'hui lui a bien réussi. Il lui a réussi. Il a fait une bonne course dans le sens où il a été devant son coéquipier. C'était ce dont Lando avait besoin pour sa bataille dans le championnat des pilotes. Cela dit, regardons aussi les titres remportés par McLaren. 1974, 1984, 1900, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025. Il est donc intéressant de voir comment de 1998 jusqu'à 2024, l'année dernière, il y a eu ce jeune important de McLaren qui réussira maintenant à combler l'année dernière avec la victoire des constructeurs et à le reproduire, faire le back-to-back, comme on dit en anglais, cette année avec la victoire du championnat des constructeurs en 2025. Donc chapeau à McLaren pour cet objectif. Cependant, cela ne justifie pas que dans l'ADN de la Formule 1, il doit y avoir des luttes sur la piste. Nous ne faisons pas appel aux radios d'équipe, ne nous plaignons pas, etc. Sinon, nous finissons par dénaturer ce sport. À propos de cela, allons voir aussi les déclarations de Piastri, car ce sont celles les plus importantes que nous avons ensuite endues aussi pendant la course. Allons les voir ensemble, voici les déclarations que Piastri a faites. D'accord, donc nous sommes en phase avec le fait que Lando SB m'a poussé dehors, m'a donné cette bousculade, et chez McLaren, ils ont dit qu'ils regardaient et te feraient savoir. C'est aussi la réponse de McLaren qui me dérange, parce que McLaren fait tout pour créer un environnement calme, mais presque pour cacher les problèmes. Tu comprends ? Il n'y a pas un Toto Wolff de service qui prend la situation en main comme il l'a fait, justement. Je prends encore l'exemple de Barcelone 2016 en disant, nous en parlerons après, c'est-à-dire une prise de position importante. De toute façon, nous ne voulons pas le faire savoir publiquement, d'accord. Mais après, en privé, nous en parlons face à face, moi et Toto Wolff avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton pris en confrontation et nous nous affrontons. Alors là, tu vois qu'il y a un leadership clair. Chez McLaren, c'est peut-être un peu la limite de l'équipe. Il n'y a pas cette prise de position d'un homme de pouvoir à la tête de l'équipe, comme il y avait chez Red Bull avec Christian Horner, comme il y a actuellement avec Toto Wolff chez Mercedes. Et Piastri, évidemment, continue de se plaindre. Oui, je veux dire, ce n'était pas très team comme, c'est-à-dire, ce n'était pas vraiment un geste de coéquipier. Mais ça va. Et selon moi, Piastri doit un peu mûrir sur cet aspect, dans le sens où il doit comprendre qu'une lutte pour le mondial, même les bousculades, même se donner une carénade comme ça, un coup de roue entre coéquipiers, c'est-à-dire c'est licite, ça est accepté dans le sens où ça fait partie du sport, tu la reçois. Puis tu la rends, comme je l'ai dit aussi, dans le message, dans les histoires. Même Kimi Antonelli m'a dit dans le passé, il arrive qu'on te donne des coups de roue, il arrive qu'on te fasse des manœuvres qui sont incorrectes, peut-être même illégales, qui ne sont pas pénalisées, et si rien ne se passe, il n'y a pas de répercussions contre ce pilote, qu'est-ce que tu fais ? Rien, la course suivante, tu lui rends plus fort. Plus fort, Kimi m'a aussi dit. Donc cela signifie que les pilotes ont cela dans l'âme, lutter à armes égales sur la piste sans se plaindre et sans faire appel à l'équipe, et dans ce cas, s'ils reçoivent une manœuvre qu'ils considèrent incorrecte, ils la rendent la fois suivante, même plus fort. Et ainsi, ils ont, disons, l'alibi de dire. Et la fois précédente, c'est toi qui me l'as donné, tu ne peux rien dire, tu dois te taire dans ce cas-là. C'est un peu la mentalité du pilote que Kimi Antonelli a également réitéré lorsqu'il se battait dans les catégories inférieures. Et nous nous entendons aussi souvent habituellement. Et justement, il m'avait confirmé cela. Il me l'a aussi dit en personne. Donc cela dit, c'est l'analyse, disons, la plus importante de la course. D'ailleurs, je vous montre aussi. Il y avait aussi l'affrontement de l'année dernière. Nous nous souvenons, attention, au Mexique 2024, avec l'affrontement sur piste entre Norris et Piastri, qui a été très agressif dans ce cas. Cela dit, évidemment, chaque pilote prêche pour sa paroisse. Donc cette course-ci, Piastri avait des raisons de se plaindre. Il l'a fait pour essayer d'avoir la position. Peut-être qu'une autre fois Norris le fera aussi. Le point est qu'il faut être moins plaintif, moins rester là à justement se confronter avec l'équipe pour avoir des positions derrière et plus obtenir les positions sur la piste. Comme sur cela, il faut accorder du mérite à Verstappen d'avoir à plusieurs reprises fait des manœuvres incorrectes et d'être passé du côté du tort, d'avoir été pénalisé.
Il y a eu de nombreux épisodes où Verstappen a été controversé dans ses manœuvres sur la piste. Mais à la fin, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas beaucoup dans les radios d'équipe. Donc c'est quelque chose que j'apprécie chez Verstappen, qui est un peu plus concret dans ces situations, un peu moins pleurnichard, on peut dire ça. Cela dit, analysons un peu la course et aussi les performances des différentes équipes, en commençant évidemment par Mercedes avec la victoire de Russell. Nous devons évidemment féliciter Russell qui a fait une grande victoire, 5e victoire de sa carrière, et une victoire obtenue grâce à la domination de Mercedes sur cette piste, grâce, comme nous l'avons dit hier, à l'aileron avant modifié. Donc avec les nouvelles pièces en carbone qui tendent à fléchir davantage en ligne droite, réduisant ainsi la résistance aérodynamique et en même temps augmentant l'incidence de l'aileron avant dans les virages. Une modification qui, je tiens à dire, est 100% régulière. Elle a été validée par la FIA, par la fédération. Donc c'est une astuce géniale de Mercedes, géniale comme définie hier sur l'aileron avant, parce qu'ils ont réussi à trouver quelque chose que les autres n'ont pas trouvé. Parce que si Mercedes, nous nous souvenons, au début de la saison, était même derrière Ferrari, d'accord, dans la lutte pour le championnat des constructeurs, si on veut, elle était 4e, d'accord, il y avait McLaren, puis Ferrari, puis Red Bull et Mercedes. Red Bull et Mercedes étaient très similaires au début de l'année. Puis Mercedes a connu cette croissance, avec Red Bull évidemment, et Red Bull et Mercedes ont beaucoup grandi. Ferrari, en revanche, reste toujours immobile. Mercedes a trouvé quelque chose de plus que les autres n'ont pas trouvé après des semaines, des mois d'études. Ferrari a introduit la modification de la suspension arrière. Elle avait introduit le nouveau fond. Nous nous souvenons. Des éléments qui n'ont pas fait la différence sur la piste, comme l'a fait le nouveau fond de Red Bull, produit à Monza, l'aileron avant de Mercedes apporté ici à Singapour. Donc il y a des éléments concrets apportés par les autres équipes qui apportent des résultats, des succès, des améliorations. Appelez-les comme vous voulez, et on voit aussi sur la piste la différence. Et on voit avec la télémétrie à la main, on voit aussi la maniabilité de la monoplace, qui est un thème clé cette saison, tandis que Ferrari reste la même voiture médiocre à tout point de vue, disons. Donc, une voiture qui ne se distingue par aucune caractéristique. Elle n'est même pas mauvaise dans aucune caractéristique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la pire dans certaines caractéristiques. Mais elle reste dans la moyenne intermédiaire, comme on dit. Mais quand tu as une voiture intermédiaire, tu ne vas bien sur aucune piste, car il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi, qui aura des aspects meilleurs que toi sur cette piste particulière. Et donc tu n'exaltes jamais les caractéristiques de la monoplace, et Ferrari fait objectivement la pire saison de l'année, de son histoire, je voulais dire. Pire saison de son histoire, car elle a terminé 6e avec Leclerc, 7e avec Hamilton, une autre course anonyme, totalement anonyme. Je tiens à souligner qu'Alonso est arrivé à 0,4 de Hamilton parce que Hamilton a souffert d'un problème de frein. Allons voir ensemble aussi le team radio final que Hamilton a rapporté. Le voici. Ce qu'a dit Hamilton. Première fois que j'ai eu un problème de frein, une rupture de frein. Cela a été récemment une situation difficile. Je suis désolé de perdre des points, mais j'ai essayé. En tout cas, il a essayé et d'ailleurs je me souviens encore de cette course à Silverstone où le pneu a explosé, puis il est arrivé à la fin en remportant la victoire. Dans ce cas, c'est un problème de frein qui n'était jamais arrivé à Hamilton et malgré cela, il n'a pas pu donner le maximum de ses performances. Mais les gars, la performance de Ferrari aujourd'hui était de lutter pour une 6e ou 7e place. Ils étaient là avec Kimi Antonelli, rookie chez Mercedes, qui doit s'améliorer cette année, c'est-à-dire qu'il doit apprendre cette année Kimi. Et hier, il a fait une excellente qualification. Aujourd'hui, il a fait un peu plus. Kimi était un peu plus en difficulté, mais c'est compréhensible. C'est normal dans cette saison de rookie. Et ils ont Leclerc, Hamilton et Antonelli se battant entre eux, arrivant à 33, 45, 80 secondes du leader. D'accord ? C'est l'écart. Leclerc a pris 45 secondes de Russell avec Leclerc qui a dit jeudi. Nous ne nous attendons pas à gagner ce week-end. Probablement nous ne gagnerons pas en 2025 avec cette Ferrari. Mais j'ai une certitude. Ce week-end, nous serons devant Mercedes. Et il a pris 45 secondes de Russell et il a pris 12 secondes de Kimi Antonelli. Rookie cette saison qui doit encore apprendre. Première fois à Singapour avec cette Mercedes. Donc première fois, c'est-à-dire qu'il doit encore apprendre à optimiser au mieux cette voiture. Et malgré cela, donc la Ferrari a fait une mauvaise performance, c'est clair. Analysons quand même le départ des deux pilotes Ferrari, car le départ a été très bon. Et après, je veux aussi ajouter quelque chose sur le pit stop de Ferrari que nous devons dire.
Alors, allons voir le départ de Leclerc en particulier, et puis allons voir aussi le départ et le haut de tout le monde, car il y a quand même un aspect que je veux souligner sur tous les pilotes. Allons voir ensemble Leclerc, voyons qu'il part du côté propre. D'accord, il part à droite, qui est la partie la plus gommée, et donc cela signifie que tu as plus d'adhérence au départ par rapport à ceux qui partent à gauche qui ont moins d'adhérence. Dans ce cas, nous voyons que Ferrari part avec les deux pilotes en pneus moyens, et c'est peut-être une petite critique, peut-être différencier la stratégie, comme Verstappen l'a fait en partant avec les softs. L'un des deux, tu le sacrifies déjà que tu es derrière. Tu lui mets les softs, à l'autre, tu lui mets les moyens, tu essaies. Puis ensuite, ce n'était pas une stratégie qui a fonctionné, car nous avons vu qu'il n'y a pas eu de voiture de sécurité. Et donc non, la stratégie avec les softs n'a pas payé. Mais tu pouvais essayer de faire quelque chose de différent, te mettre immédiatement devant Kimi. Je ne sais pas, tu pouvais essayer de faire quelque chose. Et de toute façon, ici nous avons vu Leclerc qui est parti très bien. Voyons ensemble, ici Kimi est à gauche, lui va à l'extérieur. Et ici Leclerc est très fort car il parvient à prendre la position sur Kimi Antonelli. Dans ce cas avec des pneus moyens, il réussit quand même à se placer devant Kimi. Donc c'est beaucoup. Devant nous avons le combat entre les deux McLaren. Donc chapeau à Leclerc qui malgré qu'il n'avait pas un pneu plus tendre, un soft, parvient quand même à prendre la position sur Kimi et réussit à faire un bon départ étudié sur mesure. De l'autre côté, nous avons Hamilton qui est parti du côté sale de la piste, donc le côté gauche, et en fait il est parti légèrement moins bien par rapport à Leclerc. Allons voir ensemble aussi le départ de Hamilton pour l'analyser. Voyons ici Hamilton qui... Il part nettement moins bien, en effet il perd la position ici sur Leclerc. On le voit tout de suite au départ. Pas de sa faute, mais parce qu'en fait, c'était difficile là-bas. Il y avait peu d'adhérence. Et on voit le spectacle ici, devant du dépassement de Leclerc, fait finalement à l'extérieur. Puis il a immédiatement couvert l'intérieur. Très fort Charles. Ici, Hamilton a aussi essayé à l'extérieur, mais ensuite Kimi a gardé la position dans ce cas sur Hamilton. Cela dit, donc, Ferrari pourrait avoir essayé de risquer la stratégie. Cela n'aurait rien changé certainement. Je tiens à le dire car c'est une saison désastreuse pour Ferrari. Quoi que tu fasses. Cela ne change pas la course, mais c'était quelque chose de différent qu'il pouvait risquer. Cela dit, voyons aussi le départ de l'extérieur, vu de la vue extérieure frontale, où je veux souligner une chose. Verstappen risque les pneus soft. C'est une manœuvre de courage, c'est-à-dire un coup que Verstappen a fait en mettant les softs au départ. Il faut du courage. Soft usé. En fait, vous avez vu qu'il est parti avec environ 3 à 5 tours. Je ne me souviens plus maintenant, avec ses pneus soft. Et par rapport à Russell, qui avait une nouvelle stratégie moyenne meilleure, évidemment moyenne dure. Un soft à Singapour, classique, et Verstappen a eu le courage encore une fois, après la course de Bakou, où il a risqué la stratégie en montant les pneus durs au départ. Nous nous en souvenons de la dernière course. Tandis qu'ici, à Singapour, il risque encore la stratégie. En montant, cependant, les softs, parce qu'il dit je pars du côté sale, donc c'est une donnée importante, et je risque de perdre la position sur les McLaren, donc attention, je dois me sauver d'une manière ou d'une autre. Quel pneu me garantit plus d'adhérence? L'attendre. Certainement, dans les premiers mètres, le soft donne plus d'adhérence que le moyen. Donc c'était un choix perspicace, selon moi, de Verstappen, qui n'a pas payé dans le relais en soi, qu'il a fait dans la première partie de la course, mais il a certainement payé au départ. En effet, voyons ensemble le départ ici de Verstappen, qui part mal de toute façon, mais il serait parti encore pire avec les pneus moyens. Et nous voyons ici que Piastri a été trop bon. Il n'a pas attaqué finalement Verstappen, qui a réussi à se défendre. Et en fait, Piastri a ensuite été attaqué par Norris. Et voyons là aussi ensemble de l'autre côté cette vue très belle. Voyons ici que Norris prend le vibreur du virage 1 et ensuite se positionne pour prendre l'intérieur. Ici, il a été chanceux aussi avec le contact. Nous le voyons ici au coin entre Norris et Verstappen. Verstappen a été chanceux de ne pas avoir de conséquences, disons, de cela. Mais ensuite, nous avons vu quelques problèmes de Red Bull pendant la course. Surtout pour la question de gérer le frein moteur et donc aussi le rétrogradage. Le rétrogradage, donc la boîte de vitesse. Il y a eu plusieurs problèmes de gestion des freins et de la boîte de vitesse chez Red Bull. Mais finalement, ils ont bien géré. Et Verstappen a réussi à atteindre son objectif, car son objectif était d'arriver devant les deux McLaren. Et il a réussi avec Norris, devant d'ailleurs. Donc il a perdu un peu plus de points. Il a perdu aussi un peu plus de points, si nous voulons, Piastri par rapport à Norris et aussi à Verstappen. Donc voyons ensemble aussi le classement. Ainsi, nous allons l'analyser ensemble. Voici le classement des pilotes et des constructeurs.
D'un côté, nous avons à gauche le classement des pilotes avec Piastri, 324 points, Norris 299, Verstappen 255. Et de l'autre côté, évidemment, les constructeurs avec la victoire du championnat des constructeurs de McLaren et Mercedes. Deuxième avec 290 points avec Ferrari, troisième avec 286. Donc la bataille est encore ouverte pour la deuxième place chez les constructeurs. Il serait essentiel pour Ferrari d'obtenir cette deuxième place chez les constructeurs qui sauveraient un minimum cette saison ratée. Et cela dit, le championnat des pilotes devient difficile. Les courses passent, les points récupérés par Verstappen ne sont pas nombreux, donc les chances pour Piastri de remporter ce championnat, selon moi, sont entre ses mains. Nous verrons un peu comment cela se passera, mais Piastri est le candidat N. Un pour gagner le championnat des pilotes. Et pour la bataille des constructeurs pour la deuxième place entre Mercedes et Ferrari, ils se la disputent. Attention, je vous fais remarquer une autre chose. Attention aussi à Red Bull qui a quand même 272 points. Elle n'est pas trop loin du duo devant. Si Verstappen devait se confirmer fort et que Mercedes et Ferrari se volent quelques points entre elles, eh bien attention, Red Bull pourrait revenir. Qui d'ailleurs court avec un seul pilote. Car je vous fais remarquer la différence. Verstappen 255 points, tandis que, excusez-moi, Tsunoda, il est à 250 points. Il y a une différence de 20 points, donc Verstappen fait toute la différence. Cela dit, passons également aux dernières choses rapidement. Les déclarations d'Alonso qui m'ont beaucoup fait sourire, en fait à mi-course, il a fait cette déclaration. 34 tours restants, si vous me parlez à chaque tour, je déconnecte la radio. Il était vraiment énervé. Il a dit ne me parlez pas. Et regardons aussi ici avec le visage d'Alonso. Trophée remis à le héros de la course, en somme. Et grand Alonso quand même, parce que les gars, Alonso à la fin, malgré tout, a quand même fait une bonne course, selon moi, en finissant 8e, parce que l'Aston Martin vendredi avait montré le rythme. Hier, complètement non. Et aujourd'hui, en arrivant 8e, beaucoup de choses. Aussi Sainz 10e, les gars, il partait dernier. Donc c'est génial qu'il ait marqué des points aussi. Sainz et Berman, 9e quand même avec Haas, parvient à démontrer avoir différence sur un pilote. D'expérience comme Ocon, donc beaucoup de choses. C'est un peu les moments forts de la course. Une course un peu ennuyeuse, sans voiture de sécurité. Singapour est une course ennuyeuse très stratégique. En fait, nous avons vu beaucoup réfléchir à quand faire l'arrêt, beaucoup de feintes de la part des équipes. Arrêt au stand lent. Nous avons vu aussi à la maison Ferrari. Malheureusement, il pleut un peu sur le mouillé. Et nous les avons aussi vus par exemple à la maison. McLaren aime. Il faut dire que Mercedes a été très rapide lors des arrêts au stand. La toute dernière chose que je dis, puis je termine, c'est que Russell, nous avons vu, a eu un rythme très très bon du début à la fin avec Verstappen, qui, selon moi, s'il n'avait pas eu ce problème à la fin, aurait pu peut-être essayer de le rattraper. Mais c'était difficile. Mercedes a eu un excellent rythme et s'est nettement amélioré par rapport au précédent Grand Prix. Donc chapeau à eux pour le travail qu'ils ont accompli. Dites-moi votre opinion dans les commentaires sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo et bien sûr sur la course de Singapour, la performance de Ferrari, la performance de Russell, la victoire ici à Singapour, la victoire du championnat des constructeurs pour McLaren et la lutte interne entre Norris et Piastri. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Cela dit, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui sort ici sur la chaîne. Chaque jour, nous traitons toutes les nouvelles les plus importantes sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Ici de Rasta, c'est tout, nous nous voyons dans une prochaine vidéo.